bonjour, je suis ravi d'être là ce matin pour démarrer cette session. Ça fait un peu drôle puisqu'en général, le DPC, on est dans des petites salles, donc il y a un petit côté convivial qu'on a un peu perdu dans ce grand amphithéâtre, mais j'espère que vous allez être très proactifs sur cette session. Donc, je vais vous parler du foramen ovale perméable, le FOP, et de comment on doit l'appréhender en anesthésie. Je vais essayer de vous donner des messages clés, puis si on a le temps, on terminera par un petit cas clinique. Pour débuter, je voudrais revenir sur quelques généralités pour qu'on comprenne bien ce sujet. Ce sujet, il est un peu paradoxal puisqu'on n'en parle quasiment jamais, et pourtant, comme vous le voyez, le FOP, c'est très fréquent, et vous le savez, c'est très fréquent dans la population, 20 à 25% de la population. Et finalement, ceux que l'on va prendre en charge au bloc opératoire, et chez qui on sait qu'il y a un foramen ovale perméable, ils sont très peu nombreux. Pourquoi? Puisqu'on prend en charge la détection du FOP, c'est des patients qui ont déjà fait un accident. Et il est très rare d'avoir des patients qui arrivent en disant je suis asymptomatique, mais j'ai un FOP. Ça peut arriver, mais enfin, c'est très rare. En général, c'est qu'ils ont déjà fait un accident et on ne connaît que ceux qui sont symptomatiques. Et donc, ceux chez qui le FOP a été trouvé lors d'un bilan. Et donc, il y a un biais de sélection, parce que ces patients, ils sont particulièrement à risque. Ils sont rares, mais particulièrement à risque. Et puis, la causalité, bien sûr, elle est la causalité dans la survenue d'un AVC périopératoire. Eh bien, elle est très compliquée à mettre en évidence puisque c'est quelque chose de rare, c'est un événement très rare, vous voyez, inférieur à 1 sur 1000 quand on sort des chirurgies à très haut risque. Donc, un truc qui est très fréquent dans la population, qui est assez peu détecté, et quand on le détecte, c'est une population à risque particulier. Alors, dans quelles circonstances il faut chercher un FOP? Bien entendu, c'est avant tout la survenue d'un AVC ou d'un AIT, principalement chez le sujet jeune, on verra, ça peut arriver à tous les âges, mais la probabilité que ce soit lié au FOP, elle est d'autant plus importante que le patient est jeune. Il y a d'autres circonstances de découverte qui sont très intéressantes, mais on n'aura pas le temps d'en parler en 20 minutes ce matin. C'est les accidents de décompression en cas de plongée. C'est des migraines sévères, notamment les migraines avec aura, qui doivent faire rechercher un foramen ovale perméable. Et puis, c'est des syndromes un peu plus exotiques. Mais avant tout, l'idée, c'est AVC ou AIT, qu'on appelle cryptogénique, c'est-à-dire sur lequel il n'y a pas une cause complètement évidente. Alors, il y a un score, on va y revenir après. Ce score, il s'appelle le score ROP. Ce score ROP, il nous permet, il est extrêmement utilisé, et il permet de relier la probabilité qu'un AVC soit dû à un FOP en fonction de plusieurs critères. Et vous le voyez, on retrouve ce que je vous disais, c'est-à-dire que plus les sujets sont jeunes, moins ils ont d'antécédents, plus la probabilité que l'AIT ou l'AVC soit la conséquence d'un FOP est importante. Donc, ce score ROP, on le calcule. Vous allez voir que ça a un certain impact. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la découverte d'un FOP symptomatique est associée à d'autres comorbidités. Ça, c'est un papier majeur du JAMA en 2018. On y reviendra. Très grande série de patients, et qui montre que chez les patients chez qui on a découvert le FOP, c'est-à-dire chez qui il y a un FOP symptomatique, eh bien, il y a des associations très significatives avec d'autres facteurs de risque. C'est pour ça que c'est un peu compliqué parfois de savoir exactement ce qui revient ou pas au FOP. Le diagnostic, il est avant tout basé sur l'ETO, l'échographie transœsophagienne, avec une épreuve à bulles, avec une épreuve de Valsalva.
Donc c'est ça la référence, et vous le voyez, avec une sensibilité, une spécificité qui sont extrêmement importantes, et la possibilité d'avoir un grade. Et ça, vous allez voir aussi que ça a un certain impact. Il y a un grade en fonction du nombre de bulles. Alors on ne compte pas les bulles, hein, mais enfin globalement, s'il y en a quelques-unes qui passent, ou s'il y a un champ de bulles qui passe d'une oreillette à l'autre, c'est pas exactement la même chose et ça n'a pas la même signification en termes de risque. Il y a des AIT qui ont été décrits avec cette épreuve à bulles, donc il faut quand même faire un petit peu attention quand on fait ça. Alors, voilà. Voilà. Attendez. On est passé. Je vais revenir en arrière. Est-ce qu'on peut revenir sur... Parce que le message 2, il est très très intéressant, mais on pourrait avoir le message 1. Est-ce qu'on peut revenir sur la diapo précédente, s'il vous plaît? Voilà, très bien, merci. Le premier message, le FOP est un facteur de risque indépendant d'accident vasculaire cérébral, on le sait. Dans ce travail, une cohorte de patients ayant fait un AVC, à peu près de tous les âges, un AVC qu'on appelle cryptogénique, c'est-à-dire avant de faire l'ETO pour mettre en évidence le FOP, il n'y avait pas de cause évidente à cet AVC. Et vous le voyez sur les figures. Je ne sais pas si on a le... Non. Il y a un petit problème de... Voilà. Sur les figures qui sont à gauche, eh bien, la présence d'un foramen ovale perméable est significativement beaucoup plus importante dans la population, dans cette population, que ce soit une population jeune ou pas, et elle est d'autant plus importante, comme je le disais, que eh bien, qu'on ne retrouve pas de cause évidente par ailleurs à la survenue de l'AVC. Donc ça confirme ce que je vous ai dit, encore fallait-il le faire. C'est le papier qui fait référence dans ce domaine-là, et on considère, basé sur ces constatations, que l'odds ratio, quand on a un FOP, pour faire un AIT ou un AVC, l'odds ratio, il est un peu au-dessus de 3. Donc se pose la question, bien entendu, de dire, mais finalement, je vous ai dit, il y a 20% de la population qui a un FOP, est-ce qu'il ne faudrait pas les dépister tous systématiquement? Est-ce que ce ne serait pas intéressant? Bien non, il ne faut pas faire ça, puisqu'il y aurait trop de faux positifs, trop de faux négatifs, il y aurait des risques, et puis il y a encore plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas bien et qui peuvent expliquer qu'une personne qui a un FOP, 20% de la population, fasse ou pas un AVC. Donc ça n'aurait pas d'intérêt en termes de santé publique d'aller plus loin dans le dépistage. Deuxième message, et là on arrive au bloc opératoire, est-ce que le fait qu'on ait un FOP est un facteur de risque d'AVC péri-opératoire? Alors, je reviens sur ce que je disais en introduction. Si vous le savez en préopératoire qu'ils ont un FOP, c'est déjà probablement que le FOP est symptomatique. Donc c'est déjà une population un peu particulière. Alors là, on rentre dans des grandes séries, puisque comme je vous l'ai dit, c'est quand même une incidence relativement rare, hein, l'AVC périopératoire. Une série de 150 000 patients, 1% avec un FOP connu, c'est ceux que vous voyez en consultation d'anesthésie, toute chirurgie confondue, hors chirurgie cardiaque, et vous le voyez sur les figures, le risque d'AVC post-opératoire à J30 est significativement supérieur chez les patients qui ont un FOP, donc un FOP connu, par rapport à ceux qui n'en ont pas, avec, vous le voyez, des incidences importantes, 3,2% dans le groupe FOP, 0,5 dans le groupe contrôle, avec un odds ratio à 2,6. Alors ça c'est le papier le plus important dans le domaine, le plus récent, 2022. C'est une méta-analyse, 21 millions de patients screenés, et ils retrouvent exactement les mêmes choses. Le risque pour un AVC post-opératoire à J30 chez ces patients que vous voyez en consultation,
qui ont un FOP connu, il est, dans ce travail-là, multiplié par 6 par rapport à la population générale. Donc oui, la présence d'un FOP est un facteur de risque d'AVC péri-opératoire. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin. La suivante, non, alors celle d'avant. Est-ce qu'on peut revenir sur cette... Voilà. On va aller un tout petit peu plus loin avec un troisième message, qui est le fait que quand il y a, quand vous avez le FOP, vous avez ce risque d'AVC périopératoire, mais ce risque, on l'a focalisé là sur les 30 premiers jours post-op, mais il peut aller beaucoup plus loin. Et dans ce travail, les auteurs retrouvent un risque d'AVC qui est très prolongé, c'est-à-dire qu'il s'étend non seulement sur les 30 premiers jours post-opératoires, mais sur la première année et même sur l'année d'après. Et vous le voyez là, sur la partie droite, c'est dans l'année qui suit la chirurgie, le risque d'AVC quand on a un FOP est encore augmenté. Autrement dit, ce n'est pas du post-opératoire immédiat, ça peut aller beaucoup plus loin en termes de timing. Alors, j'ose plus appuyer. Oui, voilà. Le quatrième message, c'est que qu'est-ce qu'on fait quand on a un foramen ovale perméable et un foramen ovale perméable symptomatique, donc ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a globalement 2 traitements qui sont proposables. C'est d'une part la fermeture, donc fermeture qui se réalise actuellement par voie percutanée. D'autre part, eh bien, prendre des médicaments antithrombotiques, anticoagulants ou anti-agrégants plaquettaires. Alors, plein d'études qui ont bien sûr comparé ces 2 stratégies de prise en charge. Et globalement, toutes ces études, elles retrouvent le fait que la fermeture est plus efficace pour éviter la récidive d'AVC. La fermeture est plus efficace que le traitement antithrombotique. La suivante. La suivante, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir la diapo suivante, s'il vous plaît? Ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un problème de pile. Donc, vous voyez ce papier récent. La fermeture, elle est plus efficace pour prévenir la récidive d'AVC quand on a un FOP déjà symptomatique, avec quelque chose qui apparaît ici et qui est important, un risque lié à cette fermeture, et qui est un risque quand même cliniquement significatif, qui est l'apparition d'une fibrillation auriculaire. On en reparlera après. C'est probablement le risque le plus important, la complication, en tout cas la plus problématique, en cas de fermeture de FOP. La suivante, s'il vous plaît. La diapo suivante, s'il vous plaît, parce que là, j'ai même plus de... Alors, donc, la question est de savoir, donc la fermeture, vous avez compris, c'est plus efficace. Le problème, c'est que pour fermer un FOP, qui est une opération qui n'est pas complètement anodine non plus, je vous l'ai montré, avec ce risque de fibrillation auriculaire, il faut quand même qu'on soit absolument sûr que il y a une imputabilité importante de l'AVC avec ce foramen ovale perméable. Alors, donc il ne s'agit pas de fermer tous les patients, mais il y a eu, une fois que la technique a commencé à être bien rodée, eh bien, nos amis cardiologues et neurologues, ils se sont réunis et ils ont donné des critères pour fermer des FOP. Et voilà les conclusions de ces critères. Le FOP, il faut le fermer chez des patients plutôt jeunes. Ça, c'est les critères, on va dire,
absolue les recommandations de fermeture. Plutôt des patients jeunes, la limite, elle est à 60 ans. C'est-à-dire qu'en dessous de 60 ans, je reviens sur le score que je vous ai montré tout à l'heure, le score ROP. En dessous de 60 ans, la probabilité qu'un AVC soit lié à un FOP, elle est très importante, et donc ça vaut le coup de les fermer. Le type de FOP, et je reviens ici également sur ce que je vous ai dit sur la quantification du passage transseptal. Le type de FOP, il est très important, et il est d'autant plus risqué que c'est associé à un ASIA. ASIA, c'est l'anévrisme du septum interauriculaire. Et ça se voit à l'ETO. Et vous le voyez, il y a une quantification des bulles. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de bulles qui passent, il y a plus de risque quand même qu'il y ait un AVC. Et c'est une justification à la fermeture. Et puis, bien entendu, il faut qu'on élimine toutes les autres causes et toutes les autres possibilités d'AVC. Et puis après, il y a des situations qui se discutent un peu au cas par cas. Et on va y revenir parce que nous, on est confronté au bloc opératoire à autre chose qui est le risque opératoire. La suivante. Ça fonctionne. Donc, on est confronté à ce risque en opératoire. Que fait-on quand je vous ai montré les critères de prise en charge et les critères de fermeture? Que fait-on quand on est en consultation, qu'on a un patient qui vient, qui dit « voilà, j'ai un FOP connu, j'ai fait un AIT il y a quelques temps ». Eh bien, les cardiologues, ils ont fait des recommandations très précises où, vous le voyez, ils considèrent que quand il y a une indication préopératoire de fermeture, hors urgence bien entendu, il faut fermer ces patients avant l'intervention chirurgicale. Donc ça, c'est un message fort. Le 6e message, il est fort, celui-là. C'est il y a une indication de fermeture qui correspond aux recommandations que je vous ai montrées préalablement. Eh bien, il faut le faire en préopératoire. La suivante. Et puis, il y a d'autres indications qui tiennent au type de chirurgie. Classiquement, alors ça se fait plus beaucoup maintenant, mais enfin classiquement, les chirurgies à risque, et notamment les chirurgies en position assise, nécessitent le dépistage, cette fois-ci systématique, de la présence d'un FOP avec un algorithme, vous le voyez. Il y a encore des équipes qui font de la neurochirurgie en position assise. Eh bien, très probablement, c'est des patients, en tout cas, c'est les recommandations, c'est des patients qu'il faut dépister cela systématiquement et il faut les fermer s'il y a une indication de fermeture et si on a le temps pour le faire. La suivante. La fermeture du FOP, c'est complètement codifié maintenant. C'est une intervention qui est, je dirais pas lambda, mais enfin, c'est une intervention qui est parfaitement maîtrisée par les équipes qui en font beaucoup. Il y en a de plus en plus. La morbidité, elle est surtout locale sur les abords fémoraux. Et puis, il y a cette fibrillation auriculaire qui est encore problématique et qui justifie un suivi particulier de ces patients-là. La mortalité, actuellement, elle est extrêmement faible. Quand on ferme un FOP, on est sous bithérapie antiagrégante pendant 3 mois. Et puis après, ça dépend des équipes. Il y a des équipes qui laissent à vie des antiagrégants, puis d'autres qui les arrêtent au bout d'1 an. Ça, c'est pas codifié du tout. La suivante. C'est une intervention qui est tellement bien codifiée, la fermeture, et qui a tellement évolué grâce aussi au matériel qui s'est beaucoup amélioré, qu'elle peut être faite en ambulatoire. Et la plupart des centres actuellement réalisent les fermetures de FOP en ambulatoire avec, comme vous le voyez sur cette diapositive, une incidence de complications qui n'est pas supérieure par rapport aux patients qui restent hospitalisés. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est devenu assez standard. La suivante, c'est la dernière. Donc les messages importants, et après je répondrai aux éventuelles questions, c'est la recherche d'un FOP devant tout AVC, surtout si c'est jeune et sans antécédent, bien entendu, c'est le contexte qui nous intéresse. La chirurgie, c'est un facteur de risque, d'autant plus qu'il y a, on en a parlé, des chirurgies à risque. Ça ne sert strictement à rien de fermer des FOP asymptomatiques. Alors, il y a eu pendant des années des discussions, notamment avec les chirurgiens cardiaques. Est-ce que quand ils trouvaient de façon
accidentelle, quand il trouvait un FOP en péropératoire, est-ce qu'il fallait le fermer ou pas? La réponse, elle est connue actuellement, il ne faut pas les fermer. Quand il les ferme en péropératoire, il y a une morbidité propre à cette fermeture sur des FOP qui n'avaient pas parlé avant, qui n'étaient pas dépistés. Donc ça ne sert à rien. En 2025, les indications de fermeture, elles sont parfaitement codifiées. La fermeture percutanée, c'est évidemment la meilleure option si risque élevé et si patient inférieur à 60 ans. Mais, je vous l'ai dit, les cas sont à discuter, c'est à discuter au cas par cas. Et si on a le temps, je vais vous montrer un petit cas clinique après qui illustre cette discussion. Il faut en discuter avec les cardiologues. Et enfin, c'est une procédure qui actuellement doit être faite en ambulatoire, qui est parfaitement bien codifiée. Voilà. Si on a le temps, voilà. Si on a le temps, je vous montre ça, parce que ça, c'est du vécu. C'est moi qui l'ai vu en consultation, ce patient. Donc, patient qui vient pour une arthrodèse du rachis T10 sacrum, c'est un point important, antécédents chirurgicaux sans aucun intérêt particulier, antécédents médicaux, un AIT en 2012, dont il n'a aucune séquelle, un bilan qui est négatif, hormis un FOP de petite taille. Et j'ai une lettre du cardiologue qui me dit, voilà, il a été bilanté, on a trouvé un FOP de petite taille qui est probablement à l'origine de son AVC, il est suivi, il n'y a pas de problème. Il est sous cardégique 75. Donc, moi, je l'ai vu en consultation et j'ai considéré que ça ne servait pas à grand-chose d'aller plus loin dans le bilan. Et puis, on l'a staffé entre nous. Et puis, j'ai d'autres collègues qui m'ont dit « Ah non, 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 c'est quand même une chirurgie un peu à risque, la chirurgie du rachis, T10 sacrum, c'est une chirurgie emboligène. » Et donc, on va en parler aux cardiologues. Et les cardiologues, ils nous ont dit « Bah oui, il a 70 ans. Et ça. Enfin, quand même, ça serait bien de le fermer. » Et donc, ils ont fermé son FOP. Complètement en dehors des recommandations, ils ont fermé le FOP. Ça s'est très bien passé. Il a été opéré de son rachis, je ne sais plus, 8 semaines ou 10 semaines après. Et tout s'est très bien passé. Je suis incapable de vous dire si on n'avait rien fait, est-ce que ça se serait passé de la même façon. Voilà, je laisse ce cas clinique à votre réflexion et j'attends vos questions. Merci.